À présent, nous allons aborder la partie exercice concernant le chapitre complexe. Donc, nous allons faire une série d'exercices, une série de 10 exercices ou bien plus, pour que vous vous familiarisez avec les notions sur les nombres complexes. Le premier exercice que nous allons faire, c'est ça qui est juste à côté de moi. Nous allons d'abord, la première question, c'est d'écrire les nombres complexes suivants sous forme trigonométrique et exponentielle. C'est ce que j'ai abrégé en trigo et expo. Donc on m'a donné deux nombres complexes et la première question c'est de mettre ces nombres complexes sous forme trigonométrique et ensuite sous forme exponentielle. Dans la deuxième question, nous allons trouver le module et un argument d'un autre nombre complexe grand Z qui n'est rien d'autre que le rapport entre Z2, c'est-à-dire ce nombre complexe, et Z1 qui est l'autre nombre complexe. Et au final, en question 3, nous allons déduire la valeur exacte de cosinus pi sur 12 et de sinus pi sur 12. Sans tarder, solution. Nous allons commencer avec la première question. Donc on va d'abord commencer par Z1. Donc Z1 est égal à 1 moins I. C'est ce que nous allons essayer de mettre sous forme trigonométrique et sous forme exponentielle. Mais ne l'oublions pas, lors de nos vidéos précédentes, la partie qui concerne le cours sur la forme trigonométrique et la forme exponentielle, on a déjà vu des méthodologies qui permettent de pouvoir mettre un nombre complexe donné, écrit sous forme algébrique, à la transformer en forme trigonométrique et en forme exponentielle. Mais pour rappel, pour ceux qui n'ont pas eu à suivre la vidéo là, pour transformer un nombre complexe écrit sous forme algébrique, c'est-à-dire 1 moins I par exemple, sous la forme trigonométrique et sous la forme exponentielle, il faut d'abord chercher ce qu'on appelle le module et l'argument de ce nombre complexe. Maintenant, pour trouver le module de Z1, le module d'un nombre complexe, ça fait la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc ici, la partie réelle c'est 1, donc ça me fait racine carrée de 1 au carré plus la partie imaginaire c'est moins 1, donc ça me fait moins 1 aussi élevé au carré. Donc ça me fait racine carrée de 1 plus 1 qui est racine carrée de 2. Ça c'est le module de Z1. Maintenant pour trouver l'argument de Z1, comme je l'avais dit, il faut mettre quoi? Le module trouvé, il faut le mettre en facteur. Donc ici, Z1 serait égal à racine de 2. N'oubliez pas que j'ai repris le nombre complexe là. Donc Z1 serait racine de 2 en facteur qui est le module de 1 sur racine de 2. C'est ce qui va rester. Parce que si je redéveloppe, ça va me donner toujours le 1 qui est à ce niveau. Donc moins 1 sur racine de 2 I. Donc je fais rapidement l'expression conjuguée. Racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2 I. Maintenant, arrivé à ce niveau, une fois que vous avez le module en facteur, ce qui reste doit être posé respectivement comme le cosinus et le sinus. C'est-à-dire ce qui reste de la partie réelle du nombre complexe, une fois le module en facteur, doit être posé comme le cosinus. Et ce qui reste de la partie imaginaire doit être posé comme le sinus. Donc si je suppose que l'argument que je cherche, c'est θ, donc cosinus de θ serait égal à quoi? Racine de 2 sur 2, ça là. Et sinus θ serait égal à la partie imaginaire, ce qui reste de la partie imaginaire, c'est-à-dire moins racine de 2 sur 2. Maintenant, pour trouver l'angle en question, c'est-à-dire l'argument principal en question, il faut d'abord, tout ça là a été dit, il faut d'abord trouver quoi? À quel cadran appartient un angle qui son cosinus est positif
et le sinus est négatif. Donc le cosinus est positif et le sinus est négatif. Donc rapidement, cosinus positif, sinus négatif, je suis dans le quatrième cadran. Donc 1, 2, 3, 4. Je suis dans le quatrième cadran, puisque le cosinus est positif et le sinus est négatif. Maintenant, leur équivalent dans le premier cadran, pour un an qui donne en cosinus, racine de 2 sur 2, et en sinus, racine de 2 sur 2, nous savons que c'est pi quart. Donc dans le premier cadran, l'angle qui a racine de 2 sur 2, en cosinus et en sinus, c'est pi quart. Nous savons que pour passer du premier cadran au quatrième cadran, il faut juste prendre quoi? Il faut juste prendre l'opposé de l'angle. Donc ici, ça revient à quoi? Ça revient à θ qui est égal à moins pi quart. Donc c'est ça qui est l'argument du nombre complexe. Donc pour ce qui est de la forme trigonométrique de Z1, une fois que nous avons quoi? L'argument et le module, il faut juste appliquer la formule. Donc Z1 sous forme trigonométrique serait racine de 2 qui est le module, facteur de cosinus, l'angle qui est moins pi quart, plus i sinus moins pi quart. Et sous forme exponentielle, ça me donne rapidement racine de 2 exponentielle moins i pi quart. Une fois que vous avez le module et l'argument, il n'y a même pas de souci. C'est que vous pouvez rapidement écrire la forme trigonométrique et la forme exponentielle. Nous allons enchaîner avec le deuxième nombre complet, c'est-à-dire Z2, racine de 6 moins i racine de 2 sur 2. Ici également, il faut trouver la forme trigonométrique et la forme exponentielle. Donc la méthode n'a pas changé. Comme toujours, il faut trouver le module, le mettre en facteur pour pouvoir déterminer l'argument. Maintenant, ici, il y a un souci, c'est que je n'arrive pas à dissocier la partie réelle du nombre complet de la partie imaginaire. Donc, vous devez d'abord faire une transformation pour que directement vous ayez la partie réelle à part et la partie imaginaire à part. Là, avec la forme actuelle, je ne peux pas dire ce qui est la partie réelle de Z2 ni ce qui est la partie imaginaire de Z2. Maintenant, pour pouvoir avoir la partie réelle et la partie imaginaire ici, il faut faire une transformation. Donc, je peux déjà scinder la barre. Je scinde la barre de fraction. Donc, ça me fait racine de 6 sur 2 moins i racine de 2 sur 2. Voilà. Donc, arrivé à ce niveau, je peux dire que la partie réelle de Z2, c'est racine de 6 sur 2. Et la partie imaginaire de Z2, c'est moins racine de 2 sur 2. Mais avec la forme là, ce n'est pas possible. Donc, il faut obligatoirement opérer ce changement de forme afin de pouvoir facilement calculer le module. Puisque le module, la formule du module, vous devez obligatoirement avoir quoi? La partie réelle, la partie imaginaire avant de pouvoir appliquer cette formule. Donc, le module de Z2, une fois la transformation opérée, le module de Z2, ça fait la racine carrée de la partie réelle, qui est racine de 6 sur 2 au carré, plus la partie imaginaire, moins racine de 2 sur 2 au carré. Donc, ce qui me fait racine de... Ici, ça me fait 6, racine de 6 au carré, ça fait 6. 2 au carré, ça fait 4. Donc, ça fait 6 sur 4, plus le moins élevé au carré, ça fait plus. Racine de 2 au carré, ça fait 2 sur 4. Donc ici, dénominateur commun, ça me fait racine de 8 sur 4. Or 8 sur 4, ça fait 2. Donc ça me fait au final racine de 2 comme module pour Z2. Maintenant, une fois que nous avons le module, il faut le mettre en facteur pour avoir l'argument. Donc Z2, je reprends Z2. Z2, ça me fait racine de 2. Donc je reprends cette forme de Z2. Donc je mets racine de 2 en facteur. Ne l'oublions pas. Racine de 6, c'est racine de 6, c'est égal à quoi?
racine de 6, c'est égal à racine de 3 fois racine carrée de 2. Maintenant, une fois que j'ai mis racine de 2 en facteur, ce qui va rester à ce niveau, au niveau de racine de 6 sur 2, ce n'est que racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2. Comme ça, si je redéveloppe, ça me fait racine de 2 fois racine de 3, ce qui fait racine de 6 sur 2. Plus, c'est plutôt moins. Donc, moins 1 demi de i. Moins 1 demi de i. Arrivé à ce niveau, je refais le système en supposant que c'est θ l'argument principal. Cos de θ serait quoi? Racine de 3 sur 2. Et sin de θ serait moins 1 sur 2. Comme toujours, cosinus positif, sinus négatif. Je suis dans le quatrième cadran. Maintenant, leur équivalent dans le premier cadran. Leur équivalent dans le premier cadran a pour angle θ égale à premier cadran. Leur équivalent c'est pi sur 6. Mais comme je suis dans le quatrième cadran, le moins va agir, ce qui me fait moins pi sur 6 comme argument. Maintenant, une fois le module et l'argument déterminé, je peux aisément écrire la forme trigonométrique de Z2. Donc Z2 serait alors le module qui est racine de 2. On va faire racine de 2 entre crochets, cosinus de l'argument, moins pi sur 6, plus i sinus, moins pi sur 6. Et la forme exponentielle de Z2 serait racine de 2 exponentielle moins i pi sur 6. Voilà pour ce qui est de la forme trigonométrique et la forme exponentielle de Z2. Passons maintenant à la question 2 qui est de trouver le module et l'argument de grand Z. Et grand Z, c'est Z2 sur Z1. Donc grand Z, c'est Z2 sur Z1. Maintenant, pour trouver le module, vous allez remarquer ici que l'expression de grand Z n'est pas donnée directement. C'est donné indirectement à partir de Z2 de Z1. C'est-à-dire que si je veux l'expression de grand Z, il me faut alors remplacer Z2 à ce niveau et Z1 à ce niveau. Mais comme ici, il m'est demandé de trouver le module de grand Z, c'est pas forcément que je dois partir de l'expression de grand Z pour pouvoir déterminer le module et l'argument. N'oubliez pas, nous avons également des propriétés qui me permettent de pouvoir déterminer aisément le module de Z ici et l'argument de Z, connaissant le module et l'argument de Z2 et de Z1. Alors, en quoi faisant? Nous savons que grand Z est égal à Z2 sur Z1. Maintenant, pour avoir le module de grand Z, module de grand Z. Pour avoir le module de grand Z, je peux appliquer la propriété, là, module de grand Z. Ça me fait alors module de Z2 sur Z1. Module de grand Z, ça me fait module de Z2 sur Z1. Or, module d'un rapport, ce n'est que le rapport des modules. Ça, c'est une propriété qui le dit. Une propriété sur les modules. Donc, ça me fait module de Z2 sur module de Z1. Donc, c'est ce que je disais. Connaissant le module respectif de Z2 et de Z1, je peux déduire alors le module de grand Z en partant de là. Or, je savais que le module de Z2, c'est racine de 2. Et le module de Z1, c'est racine de 2. C'est ça qui est en facteur que j'ai repris. Donc, ça me fait racine de 2 sur racine de 2. Donc, le module de grand Z est alors égal à 1. Donc, n'oubliez pas, ce n'est pas forcément la formule qui permet de calculer le module qu'on peut utiliser pour déterminer le module, notamment lorsque le nombre complexe doit être trouvé en fonction, mais est posé en fonction d'un autre nombre complexe dont je connais le module.
je peux facilement passer par là pour déterminer le module du Z qui a son expression inconnue. Ok, à présent, passons à l'argument. Argument de Z. Argument de grand Z. Argument de Z. Ça me fait argument de Z2 sur Z1. Ça me fait argument de Z2 sur Z1. Or, en utilisant aussi une propriété sur les arguments, je sais que argument du rapport entre deux nombres complexes, ça me fait quoi? Ça me fait argument de ce qu'il y a au numérateur ici Z2 moins l'argument de Z1 moins l'argument de Z1. Donc l'argument de Z serait égal à quoi? Je connais l'argument de Z2. L'argument de Z2 c'est moins pi sur 6. Et l'argument de Z1 c'est moins pi sur 4. Donc je remplace. Ça me fait moins pi sur 6 moins entre facteurs moins pi sur 4. Ce qui me fait moins pi sur 6 plus pi sur 4. Le même dénominateur, ça me fait 24. Sur 6, ça me fait 4. Donc ça me fait moins 4 pi là. Plus 6 pi. Ce qui me donne 2 pi sur 24. Qui me donne au final pi sur 12. Donc argument de grand Z est égal à pi sur 12. Maintenant, j'ai le module de grand Z. J'ai l'argument de grand Z. Je peux trouver la forme trigonométrique ou bien la forme exponentielle de grand Z facilement. Mais ici, ça ne m'est pas demandé. On m'a pas demandé de trouver la forme trigonométrique, la forme exponentielle. Donc je peux m'arrêter ici. Je peux m'arrêter là. Mais moi-même, je veux quand même écrire grand Z sous forme trigonométrique. Donc ça me fait 1 qui est son module, facteur de cosinus, son argument, pi sur 12 plus i sinus pi sur 12. Voilà la forme trigonométrique de grand Z. Maintenant, nous allons continuer avec la question 3 qui est de déduire la valeur exacte de cosinus pi sur 12 et de sinus pi sur 12. Maintenant, ici, il ne faut pas utiliser la calculatrice parce qu'avec la calculatrice, vous aurez une valeur approchée. Vous n'aurez pas la valeur exacte. Pour avoir la valeur exacte, là, vous devez suivre la méthode que je m'apprête à développer tout à l'heure. Donc, n'utilisez pas la calculatrice. Avec la calculatrice, vous n'aurez que la valeur approchée de cosinus pi sur 12 et de sinus. Bien, comment trouver la valeur exacte de cosinus pi sur 12 et de sinus pi sur 12? Tout d'abord, vous pouvez remarquer que dans la forme trigonométrique de grand Z, il y a l'expression, il y a pi sur 12 qui apparaît. Il y a pi sur 12 qui apparaît dans l'expression de grand Z. Donc déjà, vous pouvez vous dire que à partir de grand Z, vous pouvez trouver quoi? La valeur exacte de cosinus pi sur 12 et de son sinus. Mais en quoi faisant? Je sais que grand Z c'est égal à Z2 sur Z1. Ici, il suffit de trouver quoi? La forme algébrique de grand Z. Là, j'ai la forme trigonométrique de grand Z. Si j'ai également la forme algébrique de grand Z, je peux poser l'égalité entre les deux formes du même nombre complexe, c'est-à-dire les deux formes de grand Z avec la forme algébrique égalisée avec la forme trigonométrique de grand Z. Je peux déduire la valeur exacte de cosinus pi sur 12 et de sinus pi sur 12. C'est encore égal à Z2 racine de 6 moins i
racine de 2 sur 2 sur Z1 qui est 1 moins I. Ça me fait racine de 6 moins I. Racine de 2 sur 2 facteur de 1 moins I. Donc, arrivé à ce niveau, je fais l'expression conjuguée et je conjugue avec 1 moins I. Donc, pour conjuguer, ça me fait racine de 6 moins I racine de 2. Maintenant, je prends la forme conjuguée de 1 moins I qui est 1 plus I pour multiplier le numérateur et le dénominateur. Donc, ça me fait 1 plus I ici, divisé par 2 facteurs de 1 moins I, facteur de 1 plus I. Je développe, fait racine de 6 plus I racine de 6 moins I racine de 2 moins I fois I, ça fait plus 1 fois racine de 2, ça fait plus racine de 2 plus racine de 2. Au dénominateur, j'aurai 2 facteurs de 1 plus I moins I plus 1. Donc ici, les moins I et les plus I s'en vont. Donc au numérateur, j'aurai racine de 6, je regroupe, plus racine de 2, plus I, facteur de racine de 6, moins racine de 2. Dans la parenthèse, j'aurai 2 fois 2 qui fait 4 qui sera au dénominateur. Là, je peux regrouper tout ce qui est partie réelle, puisque c'est un nombre complexe, c'est grand Z. Je peux regrouper la partie réelle à part, la partie imaginaire à part, toujours en cassant la barre de fraction. Donc j'aurai racine de 6 plus racine de 2 sur 4 plus I racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Ça, c'est ce qui est de la forme. C'est ce qui est de la forme algébrique de grand Z. Maintenant, ça c'est la forme trigonométrie de grand Z. Donc, si je pose l'égalité entre ces deux nombres complexes, vu que c'est les mêmes nombres complexes, donc ça veut dire que tout ce qui est dans la partie réelle de ce nombre complexe serait égal à tout ce qui est dans la partie réelle de ce nombre complexe. Donc, je vais poser l'égalité entre les parties réelles et les parties imaginaires. Donc, je peux dire par identification, voilà, par identification avec grand Z, la partie réelle ici, la partie réelle là, ça me fait 1 fois ceci. Je n'ai pas que cosinus pi sur 12 qui est la partie réelle. Ça me fait 1 fois cosinus pi sur 12. C'est ça la partie réelle à ce niveau. Donc, ça me fait 1 fois cosinus pi sur 12 qui est égal à racine de 6 plus racine de 2 sur 4 et 1 fois sinus pi sur 12 qui sera égal à racine de 2 moins racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Mais vu que le 1 est neutre par multiplication, le 1 est un élément neutre, alors on peut dire que cosinus pi sur 12 est égal à ça et que sinus pi sur 12 est égal à ça. Nous voilà à la fin de l'exercice.